téléspectateurs d'ATV, merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antchepeia. Place justement à cette rubrique tant attendue, les lieux de mémoire avec Madame Marie-Michel Darcière. Les secousses récentes nous inquiètent, n'est-ce pas, et nous questionnent. Mais elles ne sont pas nouvelles dans l'histoire même de la Martinique. En 1839 déjà, la Terre avait violemment rappelé sa puissance. Retour sur cet événement majeur pour nourrir notre conscience collective avec Madame Marie-Michel Darcière. Ça va bien, Madame Darcière ? Très bien, c'est toujours un plaisir de vous revoir et de revoir les téléspectateurs. Les secousses de la mémoire. Dans quel contexte, Madame Darcière, social et surtout politique, survient justement ce séisme de 1839 ? On va revenir un petit peu, puisque ça se passe le 11 janvier 1839. Donc, il faut que je vous parle un peu de l'atmosphère de 1838. Donc, on va se retrouver dans une situation quand même très tendue, puisque les îles anglaises ont été libérées depuis 1833. Et il y a des relations permanentes entre les îles anglaises et la Martinique. Donc, les esclaves savent qu'il n'y a plus d'esclaves dans les îles anglaises depuis 1833, qu'ils ont même terminé leur période d'apprentissage, qui a été de 5 ans, et donc qui s'est terminée tout de suite, là, en 1838. Les esclaves sont quand même dans une situation très tendue avec leurs maîtres. Nous sommes sur une île où il y a 117 000 habitants, avec environ 76 000 esclaves et 41 000 libres. Donc, vous voyez bien qu'il y a une masse d'esclaves dominée par une minorité. Madame Darcière, à la veille même de ce tremblement de terre, on est comment, nous, en Martinique ? Alors, à la veille de ce tremblement de terre, on va parler un peu de l'année 1838. On est quand même à 10 ans de l'abolition de l'esclavage, mais en même temps, dans les îles anglaises, l'esclavage a été aboli depuis déjà 1833. Et en 1838, la période que l'on appelle période d'apprentissage est terminée, ce qui veut dire que les esclaves sont totalement libres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 1848, 10 ans après, les esclaves ont voulu une abolition immédiate pour éviter justement cette période d'apprentissage, puisque vous savez qu'entre la Martinique et les îles anglaises, Barbade, etc., Sainte-Lucie, il y avait évidemment beaucoup de relations, il y avait du cabotage. Donc les esclaves de la Martinique étaient parfaitement au courant. Alors il y a une certaine tension, parce que quelques années avant, il y a eu cette fameuse révolte du Carbet en 1822. Il y a eu aussi quelques années avant Bicêtre, Volney et Fabien qui ont écrit cette fameuse lettre où ils voulaient l'égalité des gens libres avec les Blancs. Bicêtre est en exil en France. Il est d'abord passé par Saint-Martin, il était en exil en France. Et donc la Martinique est dans une situation tendue. Il y a 117 000 habitants. Il y a 76 000 esclaves avec une minorité de blancs et de libres qui sont de 41 000 à peu près. Quelle catégorie de population est-il le plus touchée par ce séisme ? Alors, vous savez, ce séisme du 11 janvier, puisqu'on entre en plein dans notre histoire du 11 janvier 1839, on se calme. Voilà, du 11 janvier 1839, si vous voulez, ça s'appelle un séisme insulaire, parce que la Martinique a été entièrement touchée. Ce n'est pas seulement Fort-de-France, qui s'appelait Fort-Royal à l'époque, mais c'est toute la Martinique, c'est aussi jusqu'au Venezuela, c'est aussi jusqu'au Suriname, c'est toute la région Caraïbe qui a été touchée jusqu'au Venezuela. Donc c'est un tremblement de terre qui a marqué son époque, qui a été terrible, aussi terrible que finalement, même plus terrible même que la catastrophe de Saint-Pierre. Hein. Mais enfin, puisque si on compte sur toute la Caraïbe, il y a eu énormément de morts. Et sur Fort-de-France, les morts, on n'a pas comptabilisé les esclaves, parce que les esclaves étaient reconnus comme étant des biens qui appartenaient, des choses, des biens meubles, qui appartenaient à leur maître, entre guillemets. Donc certains ont, pour pouvoir toucher de l'argent, ont comptabilisé leurs esclaves parmi leurs biens meubles. De sorte que les chiffres varient énormément entre 300 et 1000. Vous voyez, 1000, et même si on va dans les autres communes, parce que les autres communes ont été touchées, hein, comme par exemple Saint-Pierre, même le François, toutes les autres communes ont été touchées. Donc on arrive même à un chiffre de 4000. Mais
les chiffres concernant les esclaves n'ont pas été effectivement répertoriés. Mais pourquoi ces histoires ont-elles parfois, je dis parfois, mais disparu tout simplement de la mémoire collective? Alors, je vais vous remettre un petit peu dans l'ambiance encore, vous savez que j'aime ça. Alors, il est à peu près 6 heures du matin, très exactement 5h50. Alors, Fort-Royal, puisqu'on va parler de Fort-Royal s'éveille. Des esclaves commencent déjà à aller sur le port, parce que vous aviez des esclaves qui étaient des dockers, vous aviez des esclaves qui travaillaient sur le port. Donc, certains esclaves vont déjà du côté du bord de mer, sur le port, ils commencent déjà à décharger. Les négociants commencent déjà à ouvrir leurs volets. Les esclaves domestiques ont déjà nettoyé et envoient un peu d'eau sur les trottoirs, comme on a toujours connu. Oui. Les maîtres se réveillent, s'étirent, les enfants commencent déjà à babiller un peu. Donc voilà l'ambiance. Et brusquement, il y a un tremblement de terre de magnitude qui dure 40 secondes et de magnitude 7,5 à 7. C'est énorme. Oui, une magnitude qui peut monter pour l'effet sur la population à 9. Vous imaginez. Alors, cette ville a été construite en pierre. Et ce tremblement de terre a changé l'architecture même de la ville. Puisque cette ville qui avait été construite, qui était donc une ville militaire et une ville qui était basée sur un commerce militaire et une ville qui était administrative, puisque c'est là aussi que le gouverneur était. Contrairement à la ville de Saint-Pierre, il y avait 2 capitales en fait. Contrairement à la ville de Saint-Pierre, qui était une capitale administrative, Fort-Royal était une capitale militaire et une capitale qui recevait uniquement l'administration administrative et militaire. Donc il y avait des commerces qui étaient qui accueillaient en fait ce type de clientèle. Donc vous aviez des tavernes, vous aviez des bars, des restaurants, mais Fort-Royal était aussi réputé pour être la ville des gens libres, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des affranchis, les gens libres, aussi comme on les appelait, très souvent, ils quittaient les habitations pour descendre à Fort-de-France, où ils pouvaient exercer en tant que, comme on les appelait, nègres à talent, avec ce qu'ils connaissaient de meilleur. Alors vous aviez des charpentiers, vous aviez des perruquiers, vous aviez des couturières, vous aviez des marchandes qui travaillaient aussi à leur compte, des fois aussi pour un maître, et à qui, elles travaillaient sur leur petite plantation locale, et puis leur jardin créole, comme on disait, et vendaient aussi des fruits et des légumes pour leur maître. C'était un petit peu l'ambiance qu'il y avait à Fort-de-France. Il y avait quand même des habitations, parce qu'il faut savoir que Fort-Royal, à l'époque, englobait aussi Casse-d'Avire, l'actuel Shellshare. Et donc, il y avait, par exemple, l'une des plus grandes habitations qui se trouvait à Casse-d'Avire et qui faisait partie de Fort-Royal, avec à peu près 75 esclaves. Il y avait aussi l'habitation Thiberge. Alors, vous devez connaître le plateau Thiberge. Le plateau Thiberge. Donc, toujours dans ce secteur-là, il y avait l'habitation Thiberge, qui avait à peu près une 60aine d'esclaves. Il y avait aussi l'habitation Pointe-des-Nègres, qui avait ce nom, Pointe-des-Nègres, qui avait à peu près une 40aine d'esclaves, entre 30 et 40, et qui notamment louait ses esclaves pour le port, par exemple, pour les dockers, par exemple. Et puis, il y avait, donc, si je vous cite des habitations comme ça, il y en avait d'autres, il y avait un peu de canne à sucre planté, puisque le sucre était l'or blanc de l'époque. Et puis, ça commençait déjà à disparaître un peu les habitations caféières. Sur Fort-de-France, il y en avait moins, sauf à l'habitation Tivoli, qui a toujours été une habitation caféière, et puis qui avait à peu près une 40aine d'esclaves. Donc, il y avait surtout des esclaves urbains sur Fort-de-France, et puis il y avait les ateliers du roi qui avaient à peu près 90 esclaves, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est qu'après ce tremblement de terre-là, où il y a eu des décombres, les maisons en pierre se sont effondrées. Justement, est-ce que ça a révélé aussi nos forces et nos faiblesses quand vous parlez de ces maisons en pierre de l'époque et tout, est-ce que ça faisait partie de nos forces? Est-ce que du coup, ça a changé aussi le nouveau Fort-de-France? Est-ce qu'on a construit autrement après justement cette expérience-là? C'est exactement ça, Régine. Alors, Fort-de-France, qui était
construite pour être une ville solide, une ville militaire avec un hôpital militaire. L'hôpital s'est effondré. Les maisons étaient en pierre, elles se sont effondrées. Elles ont finalement enseveli même leurs habitants, femmes, hommes, enfants, beaucoup d'esclaves. Et ça a été, même l'église s'est effondrée. Et ça a été une véritable catastrophe puisque Fort-de-France, en 40 secondes, a pratiquement disparu avec un tremblement de terre de gauche à droite, d'ouest à l'ouest et même du sol avec un sol qui se levait comme ça. Alors pourquoi? Parce que Fort-de-France, Fort-Royal est bâti sur un sol qui est en liquéfaction, qui peut être, voilà. Et donc le sol a beaucoup bougé, montait, descendait, etc. Ce qui a créé justement l'effondrement. Alors pour répondre à ta question, Régine, oui, ça a changé l'architecture même de Fort-de-France. Et ils ont compris qu'il valait mieux construire autrement, il fallait construire en bois. Alors, c'est ce qu'on a fait. Fort-Royal a été reconstruit, mais pour montrer à quel point dans le malheur il y a eu une espèce de solidarité, c'est qu'environ 1000 esclaves envoyés par leur maître et venus d'eux-mêmes. Et également, même en des nègres marrons, même des esclaves qui étaient libérés, affranchis et qui étaient donc devenus des personnes libres, sont descendus de partout comme ils pouvaient. Il y en a à peu près 1000 qui se sont occupés à enlever tous les gens qui étaient ensevelis sous les décombres, donc à les enlever. Finalement, la savane est devenue une espèce de chapelle ardente, hein, où on a mis tous les gens, on les a rangés comme on a pu, avec des draps blancs sur eux, etc. La savane était complètement remplie de ces gens-là. Et 1000 esclaves se sont occupés de soit enterrer ce que l'on reconnaissait, par exemple, parce qu'il n'y avait qu'un cimetière véritablement à cette époque-là, c'était le cimetière de l'Alvé à Fort-de-France, soit les ont enterrés là, soit ils ont été dans une fosse commune, quoi. Par rapport à ce que vous me dites, il y a eu donc des quartiers peut-être qui ont été même déplacés? Non, il n'y a pas eu de quartier déplacé. C'est surtout, alors évidemment, les habitations qui étaient en hauteur n'ont pas subi trop de dégâts. Quoique, il y a quand même eu des moulins qui se sont écroulés. Il y a quand même eu des dégâts à l'intérieur même des habitations. Mais c'est surtout le cœur de ville, le cœur battant de ville qui s'est effondré totalement. Et là, il a fallu le reconstruire en bois. Et cette idée de reconstruire Fort-de-France en bois, alors beaucoup de bois arrivait des États-Unis. C'est là que l'on a commencé à construire à Fort-Royal des petites maisons d'aspect colonial avec un étage, pas plus, avec des balcons bien travaillés. Et là, la ville a eu un aspect de petite ville coloniale, un peu comme en Louisiane, vous voyez. C'est là qu'on a reçu même des maisons préfabriquées. Et comme il y avait beaucoup d'esclaves qui avaient été des charpentiers de marine, qui étaient des esclaves à talent, tout le monde a mis la main à la pâte et Fort-de-France a été reconstruit en bois. Pour son malheur également, puisque en 1890, il y a eu le fameux incendie qui a détruit Fort-de-France encore. En 1891, il y a eu le cyclone. Donc vraiment, Fort-de-France a été une ville martyre. Mais en même temps, on ne peut qu'admirer la résilience et le peuple martiniquais qui, malgré tout ça, malgré tout ce qui s'est passé, a pu quand même se reconstruire, a pu quand même lutter pour obtenir, en 1848, donc 9 ans après, l'abolition immédiate, contrairement aux îles anglaises, hein, qui ont eu une abolition, d'accord, en 1833, mais qui ont accepté une période d'apprentissage de 5 ans. Là, les esclaves martiniquais ont dit non, nous voulons l'abolition immédiate. Nous ne voulons pas cette abolition comme en Angleterre. Donc il faut aussi saluer les abolitionnistes, parce que qu'est-ce qui se passait en France à l'époque? Alors en 1839, vous aviez Louis-Philippe, qui est le dernier roi des Français, qui avait d'ailleurs contribué à l'élimination de ses deux cousins, Charles X et Louis XVI, hein, qui a été pendu, comme on sait, qui a été exécuté, comme on sait, à l'échafaud, comme on sait.
Et Louis-Philippe lui revient, il est appelé le roi bourgeois parce qu'il essaie un peu de mettre ses enfants dans des écoles moins huppées, il essaie un peu d'assouplir les choses, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même quelqu'un qui refuse le droit de vote à des gens qui n'ont pas d'argent, donc le droit de vote est réservé qu'à des gens qui ont de l'argent. Et puis, il doit aussi se battre contre tous les abolitionnistes, puisque Bicêtre a fait son travail, a fait son chemin, le député Bicêtre, puisqu'on sait très bien qu'en 1822, après la révolution qu'il y a eu au Carbet et qui a été écrasée complètement avec beaucoup d'exécutions, une soixantaine d'exécutions, et qu'ensuite, il y a eu les gens libres qui étaient comme une espèce d'armée milice et qui a contribué aussi à arrêter les esclaves qui avaient fait cette révolution, ben, ils ont un peu retourné leur veste et là, ils ont dit, bon, trop c'est trop, nous voulons une égalité. Nous voulons une égalité, mais d'abord une égalité des libres de couleur. Et donc, il a écrit, Bicêtre, Fabien et Volney, avec une petite équipe, ont écrit un courrier au gouvernement français, mais il s'avère qu'ils ont été trahis par des esclaves d'ailleurs, qui étaient au courant de ça, qui entendaient parler dans les salons et qui ont répété ça à des maîtres qui, eux, étaient des royalistes, qui, eux, étaient contre l'abolition et des esclavagistes. Et c'est comme ça qu'ils ont monté leur complot en disant tous les gens de couleur libre veulent nous assassiner, exactement comme ça s'est passé à Haïti, veulent nous assassiner, donc on va carrément les exterminer. Et c'est comme ça entre 1822 et 1824 à peu près, 1825, même 1830, ils ont déporté ce qu'on appelle la déportation des 200 libres de couleur. Ils ont déporté 200 libres de couleur qui étaient les plus riches de la Martinique et qui étaient même des fois et même beaucoup, beaucoup plus riches que les planteurs blancs. Ils les ont déportés, ils ont saisi leurs biens, se sont encore enrichis en saisissant les biens des libres de couleur, qui avaient des enfants qui faisaient des études en France, qui avaient des industries qui marchaient, enfin des habitations qui marchaient, etc. Donc il y avait cette espèce d'ambiance à la Martinique. Et à ce moment-là arrive ce tremblement de terre qui détruit la ville militaire et administrative. Vous avez choisi ce lieu et je pense que ce n'est pas par hasard. Nous sommes ici sur les hauteurs même de Clarac. Est-ce qu'elles étaient perçues, Madame Darcière, comme plus sûres? Les gens n'avaient pas en tête, parce qu'ils n'avaient pas encore vécu, il y a toujours eu des petits tremblements de terre. Hein. Même à l'époque des Amérindiens, des Arawaks, etc., il y avait déjà eu des tremblements de terre. Il y avait déjà même eu un tsunami, etc. Là, il n'y a pas eu de tsunami d'ailleurs, mais il y a eu des lueurs sismiques. D'accord? Et d'ailleurs, les lueurs sismiques, il faut vous dire que le clergé en a profité pour dire, le clergé qui était esclavagiste, hein, en a profité, sauf un ou deux quand même prêtres qui n'étaient pas, qui étaient contre les esclavagistes, ils étaient abolitionnistes, mais la majorité travaillait pour, en fait, les planteurs, hein, puisqu'il faut qu'on sache aussi que c'était des gens qui étaient payés par le gouvernement. Hein, donc, ils allaient dans le sens du gouvernement. Alors, bien entendu, tous ces gens-là, ils ont saisi l'occasion pour dire ça, c'est une punition divine. C'est ce que j'allais vous dire, voilà. Parce qu'on est quand même un peuple où on a des croyances, n'est-ce pas? Et on s'accroche des fois à se dire, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est une punition? Ou encore un signe au vu du contexte à l'époque? Alors, les lumières sismiques, après la science nous a montré que c'était des gaz qui s'élevaient du sol, etc. Les lumières sismiques, ils ont cru que c'était Dieu qui se révélait, quoi, vous voyez, et qui revenait. Alors, tantôt c'était pour, selon le camp où on était, c'était pour punir les maîtres, tantôt c'était pour punir les esclaves récalcitrants et révolutionnaires. Alors, ça me permet aussi d'aller un peu plus loin sur, quand on parle de croyance, quel rôle a joué l'Église et peut-être même les autorités après cette catastrophe-là? Ah ben, écoutez, ça a quand même tout ébranlé. Hein. C'est une catastrophe qui a ébranlé, alors donc au niveau architectural, parce qu'on a pensé construire autrement. Ça a ébranlé au niveau politique également, parce que, bon, dans une situation où les maîtres perdent leurs biens, où tout est ébranlé, où on vit dans une certaine crainte, il y a même eu des maîtres qui étaient partis à Bordeaux, à Nantes, parce qu'ils avaient de la famille là. Et beaucoup de maîtres vivaient à Bordeaux et ils ont abandonné les terres, etc. Donc il y a eu ces conséquences-là.
Et puis, au niveau de l'Église, comme je vous dis, c'était vraiment la punition divine, etc. Est-ce qu'on a retenu des leçons, Madame Darcière, aujourd'hui sur justement ces expériences? Est-ce que du coup, on est prêt à faire autrement ou on n'est jamais prêt face à un séisme? Alors, on n'est jamais prêt à un séisme, mais la pédagogie est importante. La pédagogie est importante, il faut écouter, il faut avoir ces petites valises de survie, il faut construire, essayer de construire le plus solidement possible en bois, par exemple. Enfin, la science a fait énormément de progrès. Et je pense qu'il y a même des bâtiments que l'on a commencé à construire comme ça. Et je pense qu'il faut en tirer des leçons et puis se rapprocher des architectes qui construisent dans ce sens-là, se rapprocher également des associations, par exemple, qui parlent de ces mouvements des tremblements de terre, et puis écouter ce que les collectivités font, puisqu'ils font souvent des exercices également. Et pour revenir à vous, Madame Darcière, passeuse, n'est-ce pas, de mémoire, est-ce que justement la mémoire des catastrophes, elle fait aussi partie de notre identité martiniquaise? Eh bien oui, nous avons su, comme j'aime dire, nous avons su tirer le meilleur de tout ce qu'il y a eu comme catastrophe. Parce que nous sommes, une fois de plus, nés dans la cale des négriers, j'aime dire ça. Et donc, notre identité a été construite aussi bien sur des victoires, sur des révoltes également, sur de la contestation, sur comment vous dire, à chaque fois, nous avons gagné un pas et encore un pas. Et puis, la Martinique s'est construite comme ça, quoi. Pourquoi est-ce urgent, et c'est ma dernière question, justement, de raconter ces épisodes aujourd'hui? Alors, c'est très important de raconter l'histoire de la Martinique de façon à ce qu'elle ne soit pas d'abord révisée, que ça ne soit pas une histoire de révisionniste, quoi. C'est très intéressant de montrer que nous sommes avant tout des Martiniquais, des Caribéens, des Antillais, avant tout, que nous avons construit notre identité sur ce sol martiniquais et que nous avons su construire nous-mêmes notre identité, notre culture, notre langue, la langue créole, notre façon de nous habiller, notre façon de nous exprimer, notre façon aussi d'aborder les joies et les malheurs. Bientôt, il y aura le carnaval. On sait très bien comment ça va se passer. Ça sera des explosions de joie, etc. Donc, on a cette résilience en nous qui fait que même si on a l'impression que c'est un peuple qui est un peu endormi, c'est faux. C'est totalement faux parce que quand on le gratte un peu, il peut se réveiller. Madame Darcière, encore une fois, merci beaucoup. Je vous remercie. J'en frissonne tellement c'était beau et bien raconté. Merci aussi d'être à mes côtés pour cette émission Tchèpeïa, les lieux de mémoire. On rappelle que l'histoire n'est pas là, Madame Darcière, pour nous faire peur, n'est-ce pas? Mais pour éveiller, n'est-ce pas, et connaître 1839, comme vous venez de transmettre cette histoire avec nous, c'est comprendre que la Martinique a toujours effectivement fait face ensemble. On est d'accord? On est d'accord. Donc, entre mémoire, vigilance et je vais dire transmission, notre force reste la connaissance. Rendez-vous très bientôt à mes côtés avec Madame Marie-Michel Darcière, les lieux de mémoire. C'est votre émission en Tchèpeïa et c'est Zot qui a parlé.